merci de me donner l'occasion de présenter quelques réflexions sur la génétique, notamment l'amélioration des plantes et la perception par la société. J'ai emprunté ici à Ognis un schéma très simple de la sélection des plantes à partir du néolithique, avec le cas du maïs domestiqué à partir de la théocynthe, et puis donc une création de différentes variétés à partir de ce mutant de maïs qui est apparu par les agriculteurs au Mexique, et c'est une longue histoire, jusqu'aux variétés hybrides productives que nous connaissons dans nos champs. Alors, il y a deux choses peut-être qu'on peut mentionner là-dedans. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais je voudrais parler un peu juste quelques mots sur la biodiversité et sur les rendements. Alors, la biodiversité, si on parle de biodiversité, il faut savoir de quel niveau on parle. Là, je parlerai de la biodiversité au niveau des gènes, donc des versions de gènes, qui évidemment s'est effondrée par la domestication, parce que ça a concerné vraiment très peu d'individus. Et puis, la biodiversité a été recréée par l'activité humaine. Il y a probablement une certaine perte de biodiversité plus loin au niveau des variétés productives, au moins de ce qui est dans les champs. Et on peut évidemment recréer de la biodiversité par de la biotechnologie, par de la mutagénèse, par la transgénèse, par l'éditing de génome dont on parlera tout à l'heure. Voilà pour la biodiversité. Puis il y a un autre aspect évidemment important, ce sont les rendements. Et dans le cas du maïs, on voit ici la stagnation des rendements jusqu'au milieu du XXe siècle, et puis la forte augmentation. Bon, ici on parle des hybrides, mais en fait c'est la sélection des génétiques, mais c'est aussi tout le reste, le machinisme, les intrants, etc., etc. Alors évidemment, quand on voit ce tableau, on pourrait dire tout le monde va applaudir. Non, on sait bien que tout le monde n'applaudit pas et que certains ont même déclaré la guerre. Donc j'ai pris ici, je fais quelques copier-coller d'une infographie de la Confédération paysanne. Je ne commenterai pas plus, on voit un peu ça c'est nous et ça c'est eux, l'agriculture paysanne et l'agriculture industrielle. Donc on a bien cette vision tout en nuances, n'est-ce pas? Et puis le catalogue officiel qui est un peu l'ennemi qui est au service de l'industrie, mais qui est contre les paysans. Alors, il y a d'autres choses intéressantes sur cet argumentaire. C'est bien sûr que, et ça parle beaucoup à la société, c'est que tout est toxique. Toxique à la fois pour les humains, pour les animaux, pour la terre, etc. Donc c'est cet argumentaire qui finalement est omniprésent si vous allumez la télé, c'est le discours que vous aurez. Puis il y a un autre aspect qui est très intéressant, c'est l'affichage, je dirais, axiologique de ce courant de pensée. C'est-à-dire on va mettre en avant un certain nombre de valeurs. Ici, c'est non seulement la production alimentaire, mais on parle de toutes les cuisines du monde. Donc on va s'approprier le fait d'être porteur, surtout en France, d'une valeur importante, c'est-à-dire la qualité de la cuisine. Alors, on peut se demander quelle va être la réponse des semenciers par rapport à cet argumentaire-là. Comment va-t-il être? Alors, pour mettre personne en difficulté dans cette salle, je suis allé prendre l'argument. Je vais d'abord passer très rapidement. Donc, c'est une querelle ancienne qui vient des semences hybrides, qui existent depuis les années 50. C'est perçu comme une dépendance, parce qu'on est obligé d'acheter des semences chaque année. Et donc, c'est cet argumentaire-là de dépendance qu'on peut comprendre, que je peux comprendre. Moi, si j'étais agriculteur, je ne voudrais pas non plus être forcément dépendant. Et donc, par rapport à cet argumentaire-là, qui porte sur la propriété des semences, de la professionnalisation de l'activité semencière, quelle est la réplique des semenciers? Donc, c'était ce que je vous ai annoncé. J'ai pris donc une infographie en Grande-Bretagne. Et là, donc, on a également des belles images dans le vrai monde, le vrai monde avec des photographies. Et puis, on rappelle également l'apport de la sélection, l'historique. On cite le colza, la betterave, le blé, etc., le maïs, la pomme de terre, l'orge, qui sont d'originaires dans d'autres pays, qu'on a domestiqués, qu'on a améliorés, etc., et que ça constitue l'alimentation d'aujourd'hui.
Alors si on va un peu là, on regarde un peu d'autres éléments sur cette infographie, on voit ici que l'affichage des valeurs est un petit peu différent. C'est un peu plus peut-être un peu moins porteur, un peu plus compliqué d'expliquer que si on investit une livre sterling dans l'amélioration variétale, on va gagner 40 livres sterling par livre investi. Donc c'est un peu moins parlant que l'alimentation qui était mise en avant dans l'infographie de la Confédération paysanne. Et également, alors on peut aussi parler de biodiversité. On va afficher que non, l'activité semencière n'est pas synonyme de perte de biodiversité, mais vous voyez qu'on est sur la défensive, on peut moins afficher des valeurs sur ce plan-là, parce qu'il faut qu'on explique des choses un peu compliquées. Voilà donc la grande différence entre les deux thèmes, les deux communications que j'ai pu observer. Et donc il y a un autre aspect important, c'est que le citoyen moyen a un peu perdu le sens, disons, des bénéfices qu'il a obtenus. C'est considéré comme acquis, et notamment le fait qu'on ait pu nourrir 4 milliards de personnes supplémentaires entre 1950 et 2005. Ça parle plus beaucoup aux gens aujourd'hui qui ont un repas garanti 3 fois par jour. Et puis la faim dans le monde, évidemment, elle a régressé. Elle ne concerne aujourd'hui plus que 12% de la population. Bon, ça fait toujours 800 millions de trop, mais c'est nettement moins que les 60% en 1950. Les rendements de blé, c'est également quelque chose d'important, mais qui ne parle pas forcément au grand public, qui également, comme dans le cas du maïs, a fortement augmenté au milieu du XXe siècle. Un autre point important parmi les bénéfices oubliés, c'est le coût de l'alimentation dans le budget des ménages. Vous voyez que dans les pays développés, c'est généralement autour de 10%, un peu moins. Et ça contraste fortement avec ce qui se passe dans d'autres pays où ça peut atteindre jusqu'à pratiquement 50%. Voilà. Alors il y a un autre aspect qu'il faut mentionner, c'est la propension de nos sociétés en France, mais c'est également une habitude en Union européenne, c'est de nous imposer un certain nombre de produits fortement toxiques aux doses, c'est-à-dire les normes et les réglementations sans aucune retenue et sans aucune surtout évaluation de ce qui était pertinent, de ce qui a été pas pertinent, ce qui a été contre-productif. On continue, tout se passe comme si l'activité législative ne pouvait faire autre chose que d'accumuler au fur et à mesure des années le plus possible de textes et de normes réglementaires. Alors ça, il y a un exemple tout à fait typique, c'est le cas des OGM. On a créé en 1990 un nouvel objet juridique qui s'appelle l'OGM. Donc personne ne sait exactement ce que c'est dans la société, mais on nous a expliqué que c'était très dangereux. Et en fait, c'est un objet juridique qui réglemente finalement une méthode d'obtention et pas vraiment les propriétés des variétés de plantes ou des races d'animaux qu'on pourrait développer. Donc ça, c'est un décalage complet avec la réalité technique qu'on ne considère pas, on va considérer simplement la façon dont on a obtenu le produit. Et cette bombe à retardement, elle a explosé, elle devait exploser tôt ou tard, elle a explosé au moment de la vache folle, une crise de confiance alimentaire, et ça s'est reporté sur l'OGM, voilà, c'était les 3 lettres qui font peur et qui arrivaient exactement au même moment. Et donc, le lynchage médiatique, il a commencé en 96 par cette une de Libération. Et depuis, les OGM ne sont jamais sortis de cette catégorie parce que finalement, vous n'êtes pas obligé de distinguer les OGM au cas par cas puisque la réglementation, c'est un ensemble, voilà, c'est un OGM. Et donc, ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin des années 90, il y a une coalition anti-OGM qui était fortement établie et qui avait pignon médiatique sur eux, si j'ose dire, avec des opposants, ce qu'on a vu, je montré tout à l'heure dans l'infographie de la Confédération paysanne, je dirais des anticapitalistes des champs, des anticapitalistes des villes, et puis un certain nombre d'opportunistes dont on peut appeler des marchands de peur qui tirent parti de tout ça. Donc ce qui est extrêmement intéressant, c'est que se sont coalisés vraiment des groupes qui se parlaient pas forcément avant et qui l'ont fait contre la sélection variétale et en premier lieu contre les biotechnologies et les OGM. Alors on a aussi eu, je passe rapidement,
bon, des organisations. Ici, c'est le CRIGEN, fondé par Corinne Lepage, avocate bien connue, ancienne ministre, et puis une grande multinationale de la grande distribution. Donc cette coalition tout à fait hétéroclite, mais a pu parler aux gens, a pu parler des peurs alimentaires, de la domination de multinationales, etc. Voilà. Et bien sûr, si vous arrivez à argumenter sur quelques mythes, comme le mythe de David contre Goliath, vous êtes sûr d'avoir gagné. Et évidemment, le petit paysan contre la grande multinationale, c'est une illustration tout à fait imparable du mythe de David contre Goliath. Et ça va même jusqu'à ce que certains, de manière complètement explicite, utilisent le terme. Ici, c'est l'agriculteur canadien Percy Schmeisser qui était en procès avec Monsanto pour un problème de droit, de redevance, de semences, de colza, je crois. Et il a perdu ses procès, mais il est devenu le symbole du David contre Goliath. Et il a fait le tour du monde avec, finalement, en argumentant, se présentant lui-même contre David qui combat le Goliath Monsanto. Alors peu importe finalement qu'il ait perdu dans toutes les juridictions successives au Canada où la justice a considéré que c'était des actes délibérés et réfléchis de l'agriculteur qui ne voulait pas payer la redevance. C'est devenu ce combat-là qui a probablement soudé une grande partie d'un public qui n'était pas forcément intéressé au départ par la sélection végétale, mais qui a vu là un combat sur certaines valeurs qui se sont imposées, qui ont permis cette coalition d'exister. Il y a un autre, puisque je suis dans les allusions bibliques, il y en a un autre allusion biblique, c'est cette tendance aujourd'hui contemporaine à vouloir un retour vers la nature, vers une agriculture largement idéalisée qui n'a jamais existé, mais qu'on aimerait bien revoir, et puis une nature jardinée. Voilà, vous avez un exemple ici où on veut transformer les villes en potagers, avec un appel évidemment contre la malbouffe, où revient le terme de l'autonomie et le retour au jardinage. Donc sur le thème de la nature jardinée, je vous renvoie aux travaux de Christian Lévesque, par exemple, qui a écrit plusieurs livres là-dessus. Voilà, donc si on revient à cette définition de l'objet juridique OGM, c'est intéressant de regarder cette définition dans le concept, en s'intéressant au concept de ce qui est naturel ou artificiel. Et il se trouve que la définition légale de la première directive européenne, mais là la suivante aussi, utilise de manière tout à fait explicite le terme de naturel. Vous voyez que dans la définition pour la directive européenne transposée dans les lois des États membres, dont la France, vous voyez qu'un OGM, c'est un organisme où le matériel génétique a été modifié, d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication ou par recombinaison naturelle. Donc 2 fois le terme naturel, donc totalement prégnant, en phase un peu avec la perception sociétale, ce besoin de nature. Et ce qui est important, c'est que ce qui est là considéré doit être naturel ou pas, ça s'applique essentiellement à la transgénèse, parce que les autres techniques technologiques, disons, y compris la mutagénèse, sont exclues. Dans les annexes définissent les exceptions. Et donc, reste finalement la transgénèse, qui est tombée dans l'enfer réglementaire, si j'ose dire. Alors on peut se demander si ce concept de nature, artifice est réellement pertinent. Si on reprend la théocinthe et le maïs, donc domestiqués au Mexique il y a environ 9000 ans, peut-être un peu moins, je ne sais pas. La théocinthe, évidemment, est une plante tout à fait naturelle, il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce que le maïs est naturel, puisqu'il n'aurait pas existé dans la nature? C'est un mutant, certes, qui est apparu naturellement, mais sans l'intervention humaine, il n'aurait jamais prospéré. Et donc, est-ce que le maïs est naturel? J'aurais plutôt tendance à dire qu'il n'est pas naturel du tout, parce que c'est un produit humain. Simplement, on a souvent tendance aussi, c'est une tendance quand on parle de naturel, souvent on parle de quelque chose qui nous est familier, et donc pas vraiment naturel, puisque c'est de la production humaine.
Mais ce caractère de familiarité est très important. Et donc là, il y a probablement un manque de familiarité, je dirais, des biotechnologies, de l'amélioration variétale, auquel finalement le grand public ne s'intéresse pas ou s'y intéresse que à partir de certaines craintes sur la sécurité alimentaire, etc. Il se trouve aussi que cette définition de l'OGM, en principe, devrait tomber en pièces, parce qu'on s'est aperçu récemment que la patate douce, par exemple, est un organisme transgénique naturel, puisqu'il a capté des gènes en provenance d'Agrobacterium tumefaciens, qui est une des voies de la transgénèse artificielle qui définit un OGM. Et donc la patate douce a intégré des gènes, les utilise, des gènes bactériens, et donc répond tout à fait à la définition d'un OGM, mais évidemment, ça ne tombe pas dans la définition réglementaire d'un OGM. Mais ça montre un peu l'absurdité de vouloir définir un cadre réglementaire sur une base de ce qui est naturel ou ce qui n'est pas naturel. Voilà, alors le succès de cette opposition, il est indéniable. C'est une coalition tout à fait hétéroclite de gens qui sont opposés à la mondialisation, au capitalisme, etc. Et c'est tout à fait étonnant qu'ils aient pu se fédérer, mais ils se sont fédérés contre un bouc émissaire qui a été créé. Et ça, c'est évidemment des choses très, très déjà décrites, techniques. La théorie du bouc émissaire, j'y reviendrai pas. Il y a évidemment un affichage de valeurs qui vont parler aux gens, des mythes qui nous parlent aussi tous encore, même si ce sont des mythes de l'Antiquité, et cette aspiration au naturel. Alors je n'ai pas parlé, mais c'est évident, une domination d'Internet et des réseaux sociaux, et là il y a vraiment un déficit, je pense, de présence de gens qui défendent une autre vision du monde que celle-là. Et donc la réglementation qui, pour moi, est totalement contre-productive. Et surtout n'évolue pas. Donc tout ça a permis aux opposants aux OGM de finalement détruire la recherche largement en Europe, que ce soit la recherche publique ou la recherche privée, et de manière en totale impunité, et même avec le soutien d'une partie de la population. Et donc j'ai fait un travail il y a quelques années de recensement de tous les actes de destruction de la recherche uniquement publique. Il y a beaucoup plus de la recherche privée. Je n'ai pas pu faire avec la recherche privée, donc je me suis intéressé à la recherche publique. Et ce recensement m'a révélé qu'il y avait eu 80 actes de vandalisme contre la recherche publique. Pas uniquement en champ, des fois c'était également des expériences en milieu confiné. Aucune destruction n'a pu être empêchée par des tentatives de dialogue. Et dans certains cas, quand il y a eu des tentatives d'empêcher la destruction, il y a eu une violence qui a débordé contre des personnes, etc. Donc c'était tout à fait étonnant que de tels actes systématiques qui sont, je ne vois pas comment on peut l'appeler autrement que de la violence dans une société démocratique, ne se heurtent pas à une opposition, à un rejet, disons, sur la base de valeurs qu'on peut penser largement partagées. Et c'est d'autant plus étonnant que si on regarde le poster qu'ils ont affiché dans la serre du CIRAD, qui a été vandalisé en 1990, je pense que l'idéologie est toute très claire et ne mérite pas plus de commentaires, mais cela ne se traduit pas par une réprobation sociale. Donc c'était quand même extrêmement inquiétant. Il n'y avait plus d'OGM à détruire, donc les destructions sont concentrées sur les plantes mutagénéisées, qui sont appelées des OGM cachés, et donc les mêmes argumentaires sont utilisés contre le pouvoir des grandes sociétés, etc. Et on voit également ici, évidemment, la volonté féroce des pouvoirs publics d'empêcher ces destructions. L'étape suivante a été des intrusions dans des laboratoires qui ont été initiés à l'INRA d'Angers en 2011. Un projet qui n'était pas un projet appliqué, mais bon, de recherche fondamentale sur des poiriers en vue d'une résistance aux feux bactériens. Donc les activistes sont venus et ont dit qu'ils allaient revenir. Donc c'est une claire menace. Ils vont revenir dans un mois pour avoir des réponses aux questions qu'ils ont posées. J'ai trouvé aucun communiqué de l'INRA qui pouvait peut-être prendre la société à témoin et de tenter de gagner la bataille médiatique. Moi, je n'ai pas vu de réponse.
Ça a continué à Lyon et à Avignon, et toujours aucun communiqué. Donc j'ai cherché un peu quelle pouvait être la réponse de l'INRA, et j'ai trouvé, par exemple, ceci. On a fait un café citoyen pour dialoguer, et on voit apparaître le logo de l'INRA avec un logo d'une association, bon, je veux dire, qui a pour moi un objectif de contrôler politiquement la science. Donc c'est assez étonnant de voir cette association de l'INRA qui, en plus, il y a des gens ici qui sont clairement des soutiens aux destructions d'expérimentation. Donc j'avais fait un article à l'époque que je parlais un peu du syndrome de Stockholm, de la recherche publique. Bon, ça n'a pas dû me faire beaucoup d'amis, mais c'est pas grave. Et bon, on voit aussi des thèmes qui apparaissent comme la responsabilité sociétale, qui sont quand même très, très dangereux, à mon avis. Et il y a un point qu'on ne peut pas éluder, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais je pense qu'on ne peut pas éluder la posture actuelle sur le progrès de la gauche. On peut prendre quelques exemples. Philippe Martin, un éphémère ministre de l'Environnement, qui soutenait des destructions d'expérimentation en champ. On peut en citer d'autres, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand on connaît un peu l'histoire de la gauche, c'est un peu surprenant des associations qu'on peut constater. Donc tout ça, et je vous signale juste un dossier qui a abordé le sujet. Moi, je n'ai pas abordé le sujet personnellement, mais dans le magazine de l'Association française pour l'information scientifique, AFIS, si vous tapez AFIS sur Google, vous allez le trouver. Il y a eu en avril 2014, je crois, un dossier Science et Raison, dans lequel ce débat a été ouvert sur la façon d'appréhender le progrès de la gauche. Je pense que c'est un problème, je ne vais pas le trancher aujourd'hui, hein, et je n'ai pas de leçons à donner, mais je pense que ça serait extrêmement intéressant d'un point de vue, je dirais, politologique, de suivre les débats qui vont animer la gauche probablement dans l'année qui vient ou dans les années qui vont venir, et comment la gauche va se positionner par rapport au progrès, tout simplement. Je pense que ce serait extrêmement important pour l'avenir de la France, comment la gauche va se positionner. Alors bon, vous comprendrez qu'il faut que je dise quelques mots sur la droite aussi. Une des critiques qu'on entend souvent dans l'électorat de droite, c'est que la droite, quand elle est au pouvoir, elle ne fait pas une politique de droite, mais elle fait une politique pour plaire à la gauche. Donc, on est d'accord ou pas, mais enfin bon, c'est ce qu'on peut lire. Et donc, je prends un exemple tout à fait caractéristique de tout ça, c'est le Grenelle de l'environnement, qui n'était pas du tout en 2007 dans le programme du candidat de droite, mais qui était là pour finalement tenter d'entrer dans le camp du bien, si j'ose dire. Et donc là, on a eu finalement l'interdiction des OGM pré-programmés, donc décidée à l'avance, avant que les débats commencent. Donc c'était un peu une conception du débat un peu particulière, mais enfin bon, c'était voilà, l'exemple de droite que je voulais citer. Bon, il y a le concept de comment on va en sortir finalement, où c'est qu'on va aller. Il y a un concept intéressant, peut-être que M. Chevassus en parlera, c'est une deuxième révolution verte avec différents thèmes, différentes vocables qui sont évoqués. On peut citer, je cite ici Gordon Conway, et puis évidemment en France, sur le concept d'agriculture écologiquement intensive, Michel Griffon. Ce qui est intéressant, c'est souvent des concepts qui baignent un peu dans l'idéologie, et les différents termes ne veulent pas toujours dire la même chose pour les différents intervenants. La première révolution verte, on peut considérer qu'elle a tenté d'adapter le milieu à la plante cultivée, et la seconde, est-ce qu'elle peut, cette fois-ci, adapter la plante cultivée à son milieu? Et c'est là, évidemment, où a toute la place la sélection variétale des plantes, avec des nouvelles approches scientifiques et techniques. Alors ici, nous sommes clairement dans une vision, je dirais, issue de la vision cartésienne, en quelque sorte nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Alors on cite souvent cette phrase de Descartes, mais on oublie de citer la suite, qui était au bénéfice finalement des sociétés humaines. Et ici, on est plutôt dans une vision de prendre la nature comme modèle, donc c'est vraiment un changement idéologique très important.
Bon, c'est un petit texte, il est sur mon blog, je ne vais pas le détailler, mais bon, pour être moins idéologique que possible, même si on n'y échappe pas toujours, j'ai tenté de développer un peu ce concept de l'agriculture qui a besoin de ces 4 roues, c'est-à-dire la génétique, les pratiques culturelles, les intrants, et puis tout ce qui dérive de l'informatique, l'agriculture de précision, etc. Donc je n'ai pas le temps, je passe rapidement. Je voulais juste, bon, ça c'est également le CNRS, parce que j'ai gratiné un peu l'INRA, je vais le faire si j'ai encore 30 secondes sur le CNRS. Et donc, c'était un dossier du CNRS, dans le journal du CNRS, qui a suivi la fameuse affaire, vous savez, les rats qui ont mangé des OGM et qui développent des tumeurs que vous avez tous vues. Enfin, bon, ce que vous n'avez pas vu, c'est les rats témoins qui ont les mêmes tumeurs, mais bon, ça n'a pas été montré. Et donc, c'était intéressant de voir comment le CNRS allait réagir. Donc, il fait un numéro un peu, pas spécial, mais fait quand même un dossier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on donne la parole à 3 experts aux avis contradictoires. Donc ça, c'est vraiment la pensée dominante. Il faut que les experts, peu importe ce qui est vrai ou faux, mais il faut faire démocratique, et puis il faut qu'il y ait des experts contradictoires. Et donc, vous avez un éditorial qui nous explique que le CNRS s'est tenu à l'écart du débat. On se glorifie d'être tenu à l'écart du débat. Et il ne s'agit surtout pas de prendre position, mais on veut orchestrer les différents points de vue, et on espère que la science sorte gagnante de cette démarche. Bon, j'ai quelques doutes là-dessus, mais enfin bon, je ne suis pas dans la direction du CNRS et ni chargé de sa communication, heureusement, parce que je serais sans doute très mauvais. Voilà, donc, mais le CNRS, c'est un organisme formidable et qui me permet aujourd'hui de m'exprimer tout à fait librement. Je n'aurai pas une lettre de licenciement demain, rassurez-vous. Voilà, et donc je terminerai là-dessus, c'est pourquoi on en est là, pourquoi le CNRS pense comme ça. C'est ce que j'appelle l'idéologie postmoderne qui a déconstruit les Lumières. Alors, de la fin du 19e, début du 20e, on était dans une vision très optimiste, positive, scientiste, et la science allait résoudre tous les problèmes. Certains voulaient même organiser la société sur un modèle scientifique. Et puis, évidemment, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, parce qu'on a fait des erreurs. L'erreur est humaine, on a de pollution, on a créé la bombe atomique, etc., etc. Et on est arrivé à une vision totalement opposée. Le pendule est reparti à partir des années 60 dans l'exact opposé. Et puis c'est peu à peu imposé cette idéologie postmoderne qui finalement est un ensemble de déconstruction à partir de ce sentiment de culpabilité, des pollutions, de ce que la science peut produire de néfaste, etc. Enfin, qui peut être utilisé de manière néfaste. Donc voilà, donc c'est simplement ce que je voulais dire, je terminerai là. C'est que, donc ça c'est un article, une tribune que j'ai fait dans le Figaro il y a 1 an, pour expliquer que finalement, ce qui touche la science n'est qu'un aspect de cette idéologie postmoderne, et qu'il y a un ensemble de déconstructions. Je parlerai uniquement là des choses qui sont en noir. Bon, la nation et le communautarisme, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous voyez à quoi je fais allusion. Mais simplement, ce qui est important, c'est qu'on a déconstruit non seulement la valeur des Lumières, mais également la réalité. C'est-à-dire que finalement, souvent, ce qui est vrai ou faux n'a plus aucune importance. Et pourtant, ça a une importance fondamentale. Et donc, c'est imposé une nouvelle bien-pensance, l'écologisme, le principe de précaution, un certain nombre de détournements de valeurs. La démocratie est remplacée par une espèce de démocratisme où il faut faire démocratique. C'est donc le CNRS qui veut orchestrer les différents points de vue. Le comportement civique, il devient, ce qui est normal, dans une société, il faut un comportement civique, il faut avoir une attitude citoyenne. Et donc là, on est tout à fait dans ces sciences citoyennes cautionnées par l'INRA. Et puis, on est passé d'un respect tout à fait normal des minorités, qui est l'expression même d'une société, je dirais, civilisée, dans une espèce de valorisation des minorités. Et donc, on a ces déclinaisons dans différents domaines. Et dans ce qui nous concerne aujourd'hui, en sciences et technologies, on a clairement une équivalence entre opinion et connaissance. Donc la façon dont on peut en sortir, pour terminer sur une note optimiste, je pense qu'il va falloir retrouver un sens de réenchanter l'avenir, c'est-à-dire que demain sera mieux qu'aujourd'hui, sinon si on va baigner constamment dans le pessimisme, on n'ira nulle part. Et je pense qu'il y a un point absolument fondamental, c'est d'arriver de nouveau à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Je vous remercie de votre attention.